Un jour, j'étais jeune conducteur, ça m'est arrivé d'être jeune un jour. Et j'avais une vieille Datsun des années 70 que mes parents m'avaient achetée et elle marchait assez mal. Et j'avais un rendez-vous et je me suis dit, bon, t'es pas stupide, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose et réparer. Donc je me suis arrêté au bord de la route, j'ai regardé ce qui me semblait ne pas aller et une demi-heure après, je suis reparti. Et puis au bout de 5 km, la voiture s'est arrêtée. J'ai recommencé, têtu, en me disant « tu vas y arriver ». Et au bout de 10 km, la voiture s'est arrêtée. Et là, j'ai décidé d'aller voir un mécanicien qui n'était pas loin et qui, en 2 minutes, a réparé définitivement la voiture. J'avais transpiré, j'ai perdu ma chemise, j'avais les mains noires de suie et j'ai raté mon rendez-vous. Quand à 18 ans, on a un rendez-vous, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu coûter cher. Un jour, j'étais jeune professeur et j'étais tellement excité d'avoir mes classes au début que je parlais tout le temps. J'abreuvais les élèves d'informations, de ce que je croyais être des connaissances, mais qui n'étaient que des informations. Et je leur demandais de l'attention, je leur disais de se taire. Et j'étais content de moi à la fin, puisque j'avais fait mon cours. Et je me disais, enfin je croyais que tout ce que j'avais dit était intéressant, était compris et était retenu. Et le pire, c'est au conseil de classe, où là ça m'a beaucoup marqué, les conseils de classe suivants, où les professeurs parlaient des élèves nuls, où il y a des élèves, des professeurs qui se gargarisaient d'avoir 5 de moyenne de classe. Et c'est ceux-là qu'on écoutait, c'est ceux-là qui étaient les plus bavards, voire même qu'on considérait comme les plus compétents. J'espère que ça a changé. Mais vous voyez bien où je veux en venir. On ne peut pas réparer le moteur d'une voiture sans connaissance, sans compétence et sans outils. Quand la fusée va dans l'espace, c'est le moteur de la fusée qui nous permet d'atteindre l'objectif. Et vous voyez bien que 9 fois sur 10, quand une fusée ne décolle pas, c'est un problème de moteur. Donc, comme c'est le cas pour le mécanicien ou l'ingénieur, eh bien, nous avons le devoir d'utiliser les neurosciences pour être capable de rendre performant cet extraordinaire moteur que nous avons, qu'est le cerveau. Et donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous propose de rentrer en contact avec les neurosciences si c'est la première fois, d'approfondir vos connaissances en la matière si ce n'est pas la première fois, et de vous permettre de poser des questions. Tous, je suis ravi d'être ici. C'est la 3e fois que je viens sur le continent africain pour parler de ce sujet. Alors moi, je suis enseignant de SVT, j'ai encore des classes à mi-temps. J'ai fait une formation universitaire en sciences cognitives pendant plusieurs années. Je suis formateur dans mon académie, j'interviens dans d'autres académies, donc je forme les personnes qui sont avec des apprenants. Alors ça peut être évidemment les enseignants, hein, mais pas que. Parents, on accompagne hein, les apprenants que sont nos enfants. Et donc je suis spécialisé sur comment on peut utiliser les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui sur le cerveau pour aider les apprenants à être plus efficaces. Donc je vais vous proposer de jouer pour commencer un petit peu à un vrai faux. Et puis ensuite on verra ensemble trois points. Le premier, c'est comment aider les apprenants à être attentifs. Donc si on est soi-même apprenant, quel que soit l'âge, hein, comment on fait pour être attentif. Quand on est parent ou enseignant, comment on aide les apprenants. Parce que dire « sois attentif », ok. Et si jamais l'apprenant nous dit « d'accord, mais comment je fais ?» Ah, qu'est-ce qu'on répond? Ben, c'est ce qu'on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on demande à un cerveau? En fait, quand on lui dit « sois attentif », qu'est-ce qu'on lui demande? Ensuite, on verra ensemble comment apprendre une leçon. C'est quoi les stratégies efficaces? Comme ça, on pourra donner des bons conseils aux apprenants. Et on verra ensemble aussi comment, en tant qu'apprenant, je peux vérifier que j'ai compris quelque chose. Donc, on va parler d'attention, de mémorisation et de compréhension. Voilà le programme. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec un petit jeu sur les neuromythes. Alors, c'est quoi un neuromythe? Un neuromythe, c'est une croyance sur le cerveau qui est fausse, mais qui est souvent inspirée par des résultats scientifiques qui sont soit périmés, soit complètement déformés, soit mal interprétés. Alors, si on les débriefe rapidement, il ne faut pas s'encombrer la mémoire, elle est comme un disque dur. Ça, parfois, on l'entend avec cette idée que la mémoire, c'est un peu comme un ordinateur. Et à ce jour, on n'a pas trouvé de limite à la mémoire à long terme humaine. En termes de durée, on a des souvenirs qui
qui dure pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et ni en termes de quantité. Et au contraire, plus on sait de choses, plus on arrive, lorsqu'on apprend de nouvelles choses, à être efficace. Parce qu'on comprend mieux, on fait plus de liens, donc au contraire. Par contre, il faut avoir des bonnes stratégies pour le faire efficacement. Donc ça, c'est sûr, il faut avoir des bonnes stratégies, mais il ne faut pas se limiter sur les apprentissages, au contraire. Les capacités intellectuelles sont héréditaires. Non, majoritairement, nos capacités intellectuelles dépendent de notre environnement. Notre cerveau, on dit qu'il est très plastique, on parle de plasticité cérébrale. Ça veut dire que notre cerveau, en temps réel, en quelques minutes, il est capable de créer des nouvelles connexions entre les neurones. En ce moment même, dans votre cerveau, vous avez des neurones qui se connectent par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et donc ça va plutôt, ce qui va déterminer nos capacités, c'est plutôt le fait qu'on soit confronté dans notre environnement, justement, à des apprentissages, qu'on s'y investisse et qu'on fasse le travail d'apprenant tout au long de notre vie. Donc, il y a un facteur héréditaire, mais qui semble mineur par rapport, au contraire, à l'environnement. Donc c'est plutôt faux. On peut apprendre de nouvelles choses en dormant? Non, pas des nouvelles. Donc les applications qui vous disent que vous allez pouvoir apprendre des langues étrangères en écoutant pendant la nuit de l'espagnol, de l'allemand ou de l'anglais, c'est faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le sommeil est absolument fondamental pour l'apprentissage. Pendant qu'on dort, notre cerveau fait deux choses. Il renforce ce qui est important pour lui, donc c'est intéressant d'apprendre la veille avant de se coucher, par exemple. Donc ça, on sait que ça a un effet positif sur les apprentissages. Et en même temps, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nettoie les choses inutiles. Il efface les choses qui ne servent à rien. Globalement, 90% de nos journées sont oubliées pendant la nuit. Donc on n'apprend pas de nouvelles choses, mais le sommeil est fondamental. Manger du poisson est bon pour la mémoire? Non. En revanche, manger du poisson est bon pour le cerveau en général. C'est-à-dire qu'avoir une alimentation équilibrée, c'est important pour le cerveau, mais il n'y a pas un effet spécifique du poisson sur la mémoire en particulier. On n'a pas aujourd'hui, c'est pareil, hein, si on vous vend une substance super efficace pour la mémoire, il faut se poser des questions, parce qu'en général, les substances alors, nutritives, hein, évidemment alimentaires, sont bonnes pour le fonctionnement cognitif en général. Donc attention à ce qu'on nous vend. Le cerveau humain est multitâche. Il peut mener deux tâches conscientes efficacement. Non, désolé. Ni les hommes, ni les femmes. Non, vrai. Nous avons un cerveau qui est monotâche consciente. Il est capable de faire qu'une chose consciente à la fois. Alors bien sûr, dans la vie, on va mener plusieurs tâches conscientes à la fois, mais notre cerveau va donc alterner. Tâche 1, tâche 2, tâche 1, tâche 2. Puisqu'il est en train d'alterner, il est plus lent et il est moins performant. En revanche, on va plus vite parce qu'on fait quand même les deux tâches en même temps. Donc globalement, on va mener nos deux tâches plus rapidement, mais chaque tâche va être dégradée par rapport à si on la menait toute seule. La seule façon de mener deux tâches de manière efficace, c'est d'avoir une tâche consciente et une tâche automatisée. Hein, vous voyez là, je marche, en parlant, j'ai pas de problème. Mais si je devais faire quelque chose avec mes pieds, sauter ou marcher sur un tracé ou une marelle en même temps que je parle, ce serait plus compliqué. Donc deux tâches conscientes en même temps, pas possible, ni les hommes ni les femmes. C'est important de l'avoir en tête. On utilise 10% de son cerveau, c'est faux. À votre avis, si c'est pas 10, c'est combien? 5. 5 ici. 1%, ah oui, c'est encore pire. 3, ok. 30, ça monte. Alors, aujourd'hui, on a pas mal justement d'IRM qui montrent comment fonctionne biologiquement le cerveau et nous utilisons 100%. On utilise 100% de notre cerveau, il n'y a aucune zone dans notre cerveau qui ne sert à rien. Donc tout ce qui est autour de développons notre cerveau, augmentons le pourcentage de tout ça, c'est des neuromythes, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si Luc Besson a fait un super film qui s'appelle Lucie sur qu'est-ce qui se passerait si j'atteignais 100% de mes capacités cognitives, non, on utilise déjà 100% de notre cerveau. Un souvenir est toujours fiable, mais on n'a pas toujours des souvenirs sur tout. Alors oui, on n'a pas toujours des souvenirs sur tout, évidemment. Mais même quand on a des souvenirs, un certain nombre de nos souvenirs sont des reconstructions. Notre cerveau est capable de créer de nouvelles images, même si elles n'ont pas existé. Hein, donc nos souvenirs ne sont pas fiables. Même si on a des images précises, elles peuvent avoir été générées par notre cerveau. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on peut créer des faux souvenirs chez les gens. Donc c'est faux. Une image d'IRM du cerveau tend à rendre un discours plus crédible. Eh ben ça c'est vrai. Pour le coup, là, si je voulais rendre tout crédible, je collerais des images d'IRM partout, et ça a un effet genre, ah oui, c'est sérieux, voilà. Donc ça, c'est assez rigolo comme effet, mais c'est vrai. Les hommes ont un cerveau plus gros que celui des femmes, c'est vrai, et si.
C'est vrai, parce que en fait, en moyenne, le cerveau est proportionnel à la taille du corps. Et comme, en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes, leur cerveau est en moyenne plus gros. Mais on sait tous que ça n'est pas la taille qui compte. C'est la connectique à l'intérieur. C'est ça qui est important. Même si, historiquement, on a utilisé cet argument anatomique pour dire que les hommes étaient plus intelligents. Mais enfin, regardez, ils ont un cerveau plus gros que les femmes, ils sont donc plus intelligents. Aujourd'hui, on sait que c'est la connexion à l'intérieur du cerveau qui est important. Donc c'est vrai que les hommes ont un cerveau plus gros, mais c'est faux de dire évidemment que les hommes ont des capacités cognitives supérieures à celles des femmes. Cerveau gauche, cerveau droit, donc la question des deux hémisphères. C'est faux aussi aujourd'hui, on connaît bien l'anatomie du cerveau, on n'a pas un cerveau entièrement dédié aux capacités logico-mathématiques ou aux capacités artistiques. Donc même si on a des super tests sur internet pour savoir si on est créatif ou artistique, c'est faux. Et c'est même dangereux parce que si on n'est pas très logique et qu'on n'a pas de talent artistique, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas de cerveau? Donc c'est faux. Une activité sportive intensive améliore certaines fonctions cognitives, oui c'est vrai, on sait que certaines activités peuvent avoir des effets positifs sur le cerveau et sur certaines zones en particulier. Donc typiquement, les processus attentionnels tendent à être plus développés quand on a une pratique sportive intensive qui nécessite de la concentration. Parce que si je mets mes écouteurs et que je cours comme ça autour de chez moi en chantant, il ne va rien se passer pour mon cerveau. Mais si je fais un geste sportif que je travaille, je vais développer là particulièrement des circuits attentionnels que je peux réutiliser en classe. Et on peut avoir une bonne ou une mauvaise mémoire. Alors ça, c'est dans l'ensemble, dit comme ça, c'est faux, parce qu'on n'a pas une mémoire dans notre cerveau. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est parce que vous avez de la mémoire. Vous avez retrouvé vos clés, vos vêtements, le chemin. Donc on est des êtres de mémoire. Sans mémoire, on ne peut pas vivre. Donc on a tous de la mémoire. Donc on ne peut pas le formuler comme ça. Hein, c'est comme perdre la mémoire, ça ne marche pas. On ne perd pas la mémoire. On perd une mémoire, éventuellement. Une mémoire peut se dégrader. Dans certaines maladies dégénératives, par exemple, il y a un type de mémoire qui va se dégrader. Mais pas tout. Sans mémoire, on ne vit pas. Donc formuler comme ça, c'est faux. Et les apprenants qui nous disent, j'ai pas de mémoire, c'est comme ça. Alors non, c'est pas inné. Et si, bien sûr, tu as de la mémoire. Maintenant, voyons ensemble les stratégies que tu mets en place lorsque tu apprends. Et c'est tout l'enjeu de la suite de cette conférence, c'est quelles sont les stratégies efficaces, justement, pour bien apprendre. Alors, je propose qu'on attaque sur les stratégies pour être attentif. Je pense qu'on a tous dit, en tant qu'enseignant, bien sûr, alors en tant qu'enseignant, on le dit souvent, hein, ils ne sont pas attentifs, ou alors, sois attentif. Mais en tant que parent, on le dit aussi. Ah, il faut que tu sois plus attentif à l'école, ou plus attentive. Ok, mais ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire quoi, en fait? Moi, je veux bien, ok. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire quoi? Alors, j'ai entendu concentration. Alors, ça veut dire quoi, concentration? Bien écouter. Ouais, bien écouter. Pas parler. Écouter ou bien lire. D'autres propositions? Oui? Non? Oui, c'est ça. Globalement, c'est ce qu'on va un peu dire. C'est qu'il faut bien écouter. Voilà, tu écoutes bien ce que dit le professeur. Ou vous écoutez bien ce que je dis. Mais en fait, on va voir que c'est pas suffisant. Alors, je propose de jouer un petit peu pour discuter de tout ça. Je vous propose de faire 3 petits exercices qui vont nous permettre de définir ce qu'est l'attention et de voir en fait ce que ça veut dire et ce qu'on demande au cerveau lorsqu'on veut qu'il soit attentif. Premier petit exercice très simple, je vais vous demander de dessiner sur votre feuille le logo de la marque Coca-Cola. Je pense que tout le monde le connaît, donc allez-y. Vous savez ce logo rouge Coca-Cola. Prenez 30 secondes et faites ce logo. Truc des centaines de fois. Et c'est pas parce qu'on le voit qu'on est attentif. On peut écouter un prof, et c'est pas parce qu'on écoute qu'on est attentif. On peut lire un document, et c'est pas parce qu'on lit qu'on est attentif. Donc effectivement, on est d'accord que lire et écouter, c'est la porte d'entrée. Bien sûr, si j'écoute pas et que je lis pas, je peux pas être attentif. Mais c'est pas suffisant du tout. C'est que le début de être attentif. Donc la première chose, effectivement, ça va être d'écouter ou de lire. Mais on va voir ensemble que c'est pas suffisant, et pour montrer ça, je vous propose un deuxième exercice. On va faire l'inverse. Je vais vous proposer un logo pendant 2 minutes, et je vais vous demander justement d'y être attentif pour que vous puissiez le reproduire lorsqu'il va disparaître de l'écran. Ça va pour la consigne? Alors, tant qu'il est affiché à l'écran, vous n'avez pas le droit d'écrire. Ah non, c'est un travail. Oui, c'est un travail mental.
Hein, donc là, vous êtes attentif, vous activez votre attention, et quand j'enlève le logo, vous le dessinez. Ça va pour la consigne? Vous êtes prêts? Non, non, vous êtes prêts? Yeah, on y va. C'est parti. Allez, allez, on est attentif, on travaille. Question dans la salle, qui a mieux réussi ça que le logo Coca-Cola? Levez la main, juste à main levée qu'on voit. Ok, vous êtes quand même plusieurs vraiment à avoir mieux réussi ça. Alors c'est intéressant parce que ça vous l'avez jamais vu. Alors ça veut dire chinois en chinois. Voilà, pour la petite histoire. Et bon, même si vous n'avez pas parfaitement réussi, en fait là vous avez été attentif. Donc vous n'avez pas fait que voir, vous n'avez pas juste regardé. Qu'avez-vous fait de plus que vous ne faites pas lorsqu'on regarde le logo de la Coca-Cola sur la canette qu'on boit? Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez mis du sens? Alors mémoriser, mais comment? Des formes, donc vous avez probablement regardé, identifié, alors des formes géométriques, des carrés, des lettres, I, X, peut-être même des objets ou des choses vivantes. Non, est-ce qu'il y en a qui ont vu des objets dedans? Ouais, quoi par exemple? Une pioche, un sabre. Ok, on peut voir des personnages, on peut voir un smiley, on peut voir plein de choses. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé? Alors, je le sais, il y en a, je vous ai vu travailler avec votre doigt. Je vous ai vu dans l'air faire. Ok, on peut faire ça avec son doigt. On peut faire ça dans sa tête, c'est-à-dire s'imaginer en train de dessiner, par exemple. On peut photographier, c'est-à-dire je photographie, je ferme mes yeux, je reproduis, je vérifie. Je photographie, je ferme les yeux, je reproduis, je vérifie. Donc, on peut faire ça, on peut se raconter une histoire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais là, quand vous faites ça, vous êtes attentif. Et vous voyez que c'est bien plus que voir ou écouter. Là, vous avez fait quoi? Vous avez fait un traitement cognitif des perceptions sensorielles que vous aviez. Alors, ce traitement cognitif, évidemment, il est varié, hein, on est d'accord, il y a plein de façons de le faire, mais c'est quelque chose qu'on fait dans sa tête, en plus. Et c'est toute la différence entre ne pas être attentif et être attentif. Donc, quand on demande à quelqu'un d'être attentif, on lui demande de faire un traitement de ce qu'on est en train de dire ou de ce qu'il est en train de lire. Sans ce traitement, il n'y a pas d'attention. Donc ça, c'est important quand on dit à quelqu'un eh ben, sois plus attentif, mais c'est ça que ça veut dire. Traite l'information. Fais quelque chose dans ta tête. Est-ce que je suis clair? Ça va, ça? Vous voyez que c'est bien plus que juste regarder. Et de l'extérieur, on ne peut pas faire la différence sur ce que chacun fait dans sa tête. Moi là, vous me regardez et puis vous faites quelque chose du style Alors moi je me dis, ils sont attentifs. Mais j'en ai aucune idée. Je ne suis pas dans votre tête. Le traitement, c'est vous qui le faites. Et on est tous experts sur la posture d'attention. On sait tous que pour dire à quelqu'un qu'on est attentif, on le regarde et on fait voilà. Mais c'est ça, mais exactement. On sait que c'est ça qu'il faut faire, mais dans notre tête, on fait ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'un élève qui essaie d'être attentif, il ne peut voir que ça de l'extérieur. Quelqu'un qui est attentif, il fait ça, bah, il fait pareil, il fait il voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et la posture physique ne nous donne aucune information. On a tous été piégés par ça. Vous savez, la personne qui nous regarde, nous fait et qu'est-ce que j'ai dit? T'en penses quoi? Ouais, c'est-à-dire qu'on a la pression que la personne écoute et pas du tout. Et puis à l'inverse, la personne qui est là. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah oui, bah tu viens de dire que. Bon, ah oui, pardon, excuse-moi. Donc ça ne nous dit rien, la posture. Donc ça, c'est important parce que quand on demande l'attention, il faut en fait demander un traitement. Qu'on soit parent avec nos enfants, qu'on soit enseignant, quand on va demander l'attention, on veut demander en fait un traitement. Et il nous faut même quelque chose en plus qu'on va rajouter avec le dernier exercice que je vous propose maintenant. Je vais vous projeter une image et je vais vous demander d'y être attentif, donc de traiter cette image, pour pouvoir répondre à une question après. Ça va? Donc pas de notes, travail mental. Objectif, je suis attentif, je traite tout ce qu'il y a dans l'image et dans une minute je réponds à une question. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, on y va. Vous êtes prêts pour la question? La question est... Combien y a-t-il de bulles ou de panneaux au total? 26. Presque. 27, exactement. Très bien. Alors, bravo pour ceux qui ont répondu 27. Les autres, on est d'accord que si vous ne répondez pas à la question, c'est pas que vous savez pas compter jusqu'à 27. On est bien d'accord. Pourquoi vous répondez pas à la question?
trop d'infos, et puis vous saviez pas aussi quelle allait être la question. Donc en fait, là, être attentif, traiter, on peut pas le faire si on n'a pas un projet précis pour diriger notre attention. Et on peut se perdre et consommer des énergies folles si on n'a pas un projet précis. Parce que là, vous avez été attentifs tous, hein. Je voyais des perles de sueur sur le front, là. C'est dur d'être attentif, c'est-à-dire de traiter les informations. C'est beaucoup plus facile d'écouter, simplement. Ça rentre, ça sort. C'est plus confortable, mais c'est pas ça, être attentif. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute à cette définition de l'attention? Eh bien, c'est la question du projet, de l'objectif. C'est-à-dire, ok, je traite les informations, mais je traite les informations pertinentes au regard d'un objectif que je me fixe ou qui m'est donné. Et là, j'ai une définition complète de ce qu'est l'attention. Et du coup, ça va me permettre de diriger. L'intention, le projet va diriger mon attention sur les éléments qui sont pertinents. Et donc être attentif, c'est pas juste écouter, bien écouter, c'est écouter, traiter avec un objectif. C'est ça que, en fait, on dit quand on dit sois attentif. Alors, vous voyez la différence? Si je vous dis soyez attentif à mes consignes, c'est important. Et maintenant, si je vous dis écoutez mes consignes, dans le but de vous rappeler des consignes pendant toute l'heure. Et comme traitement, je vous propose, vous les répétez, vous les écrivez sur un tableau mental, vous vous faites une to-do list, vous vous imaginez en train de les faire, vous faites ce que vous voulez, mais vous les traitez. Vous voyez la différence entre les deux? C'est-à-dire, premier cas, débrouillez-vous, mais soyez attentifs. Deuxième cas, je vous aide, je vous donne les 3 éléments importants, je vous donne la perception sensorielle en vous disant de m'écouter, je vous donne l'intention, l'objectif, qu'est-ce que vous devez en faire, et je vous propose, parce que là je ne peux pas vous forcer, hein, je vous propose des exemples de traitement. Libre à chacun, évidemment, chacune, de choisir le traitement qu'il ou elle souhaite, on est bien d'accord. Et pour retenir ça, je vous propose un petit acronyme qu'on peut utiliser après avec nos élèves, ou en tant que parents avec nos enfants. Parce que tout à l'heure on a parlé de concentration. Oh, du coup, quelle est la différence entre attention et concentration? Être attentif, c'est être bien concentré. Être bien concentré, c'est être bien attentif. Ok. Mais il n'y a pas de différence entre les deux? Alors, je pose la question autrement. Est-il possible, pour notre cerveau, d'arrêter d'être attentif? Ben en fait, pas vraiment. Exactement. Notre cerveau, il est toujours attentif. La question, c'est à quoi? Parce que là, vous êtes, j'espère, attentif à ce qu'il y a au tableau, c'est ce que je dis. Mais à un moment donné, votre attention peut basculer sur autre chose. Ce que dit votre voisine ou votre voisin. Des pensées qui surgissent, auxquelles vous accordez de l'importance. Donc notre cerveau, il est tout le temps attentif. En fait, quand on dit aux élèves « sois attentif », la plupart du temps, ce qu'on demande plutôt, c'est « sois concentré », c'est-à-dire maintiens l'attention sur ce qu'on est en train de faire. Parce qu'elle est fluctuante, l'attention. Évidemment. Donc notre attention va bouger, tout l'enjeu c'est de la ramener. Et donc on peut se fabriquer un petit programme attentionnel pour maintenir notre attention en utilisant exactement ce qu'on vient de dire. Donc je vous propose, c'est tiré d'un ouvrage et des travaux de Jean-Philippe Lachaud, qui est un chercheur expert en France sur l'attention, et qui nous propose, vous allez voir un truc assez simple à retenir, il propose donc un programme attentionnel avec 3 lettres. La première c'est un P. P pour perception, que je peux mettre sur le pouce. Donc c'est la perception, la porte d'entrée. Si je me sers un verre d'eau, ma perception c'est le niveau de l'eau par exemple. Si je veux remplir mon verre, ma perception c'est le niveau de l'eau dans mon verre. Le I que je vais mettre sur mon index, c'est mon intention, c'est mon objectif d'atteindre le haut du verre. Et le M que je mets sur mon majeur, PIM, PIM, pouce index majeur, perception, intention, manière d'agir, c'est le traitement. Là, mon traitement dans cette situation, évidemment, c'est avec ma main la façon dont j'incline la bouteille. Il appelle ça un PIM. Et ben, être attentif, c'est avoir un PIM. Comme ça, on peut dire... au lieu de dire tu es attentif, c'est as-tu un PIM? Quel est ton PIM? C'est-à-dire, à quoi tu fais attention, quelle est ton intention, comment tu traites? C'est ça que ça veut dire. Et c'est facile à retenir, c'est facile à utiliser en classe, c'est facile à utiliser avec nos enfants. PIM. Est-ce que tu as un PIM? Ça va pour ça? Alors, dernière chose sur l'attention, et je vous propose un dernier exercice pour ça. Je vais vous demander de rester concentré sur la figure qui va apparaître. Et je vais vous demander de rester concentré, c'est-à-dire de maintenir votre attention
uniquement sur l'objet. Il n'y a rien d'autre à faire là que de rester concentré sur l'objet. Ok? Vous êtes prêts pour l'exercice? Ok. Alors soyez bien concentrés sur cette image. Levez la main, ceux qui ont vu l'animal. Ok, bien. Levez la main, ceux qui sont capables de me dire ce que faisait l'animal. Bien. Vous n'avez pas du tout écouté les consignes. Vous deviez rester concentré uniquement sur l'image. Et là, vous êtes tous en train de me dire que vous avez vu un chien qui fait du yoga. On est d'accord que c'est pas du tout ce que je vous ai demandé de faire. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer que notre attention, c'est quand même quelque chose de fragile et qu'on est câblé biologiquement pour être distrait. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on est câblé pour réagir à ce qu'on appelle les éléments saillants dans notre environnement sensoriel. Et ça, on n'y peut rien, on est câblé comme ça. C'est-à-dire que là, pour pas voir le chien, faut vraiment se dire « Oh non, non, je résiste !» Sinon, très naturellement, notre regard va se porter sur le chien. Après, toute la question, c'est la question de la concentration et du retour de l'attention. C'est-à-dire que si vous avez vu le chien en mode « Ah ok, il y a un chien », mais que vous vous êtes reconcentré, c'est-à-dire que vous avez ramené votre attention sur l'objet. C'est ça qu'on demande en fait, en classe. On souhaite que les élèves restent concentrés, c'est-à-dire oui, on va être distrait, on l'est tous. C'est illusoire de demander à un cerveau de rester concentré sur un truc en faisant abstraction d'absolument tout le reste pendant 6 heures par jour. C'est pas possible. En revanche, ce qu'on demande, c'est que lorsqu'il y a une distraction, d'être capable de revenir. Nous, les adultes, c'est plus facile, et encore, ça dépend, hein, mais là, vous êtes peut-être intéressés, motivés, hop, on est distrait, ça revient. Bon, certains élèves, on est distrait, ça revient jamais. Toute la difficulté, évidemment, c'est de ramener l'attention sur ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est des choses qui se travaillent, évidemment, qui s'apprennent, mais ça veut dire qu'il faut maîtriser les distracteurs. On appelle ça des distracteurs, ça veut dire que on peut identifier avec les élèves, ou lorsqu'on aide nos enfants, on peut identifier avec eux une liste, vous voyez, de distracteurs. Par exemple, mes pensées, mes émotions, le bruit, le mouvement, mon téléphone portable. Autant de choses qui sont des sources de distraction. La liste n'est pas exhaustive. Est-ce que je suis concerné par ça? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer de lutter contre ce distracteur particulier qui agit sur moi? Donc là, on peut accompagner, parce que les distracteurs, il y a beaucoup de choses. Il y a les distracteurs physiques. Là, par exemple, si vous êtes soumis à un distracteur physiologique comme envie d'aller aux toilettes, avoir chaud, avoir froid, avoir mal, être fatigué, bah tout ça, ça distrait énormément. Alors admettons que vous soyez tous bien, okay, vous avez pris un petit déj, vous avez bien dormi, voilà, vous êtes bien. Et bien on est soumis aux distracteurs émotionnels. Alors là, c'est divers et varié, chacun a ses distracteurs. On peut être énervé, on peut être angoissé, on a peut-être rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure et ça nous stresse. On pense peut-être à un truc qu'on a dit mais qu'on n'aurait pas dû dire, ou un truc qu'on aurait dû dire mais qu'on n'a pas dit. Voilà, et donc on est pris dans des émotions, bon bah ça distrait. Évidemment. Alors ça, c'est un peu plus difficile à prendre en charge que les besoins physiologiques. Hein. Si on... Calme-toi! Bon, si ça marchait, hein, ça se saurait. Mais ça nous distrait. Mais admettons, vous êtes bien, vous voyez, physiquement vous êtes bien, émotionnellement vous êtes bien, vous êtes zen, tranquille. Et vous êtes soumis au troisième type de distracteurs, qui sont les distracteurs cognitifs, c'est-à-dire nos pensées. Et depuis le début de la conférence, même si ça vous intéresse, il y a des pensées qui surgissent et qui distraient. Et on s'en rend pas compte tout de suite. Des fois, on commence le menu de la semaine et on s'en rend compte, ça fait déjà 4-5 repas qu'on a préparés dans notre tête et on se dit, oh là là, j'écoute plus rien là. Alors, des fois c'est ça, puis des fois c'est des choses plus personnelles et puis plus importantes pour nous, bien évidemment, mais tout ça, ça nous distrait tout le temps. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à entraîner nos capacités de concentration, c'est-à-dire de ramener notre attention sur ce qu'on est en train de faire. Donc, prendre conscience de ce qui nous distrait particulièrement et essayer de travailler, de trouver des solutions sur ces éléments-là en particulier. Alors, en classe, normalement, on maîtrise un peu l'environnement. Alors, il y a un distracteur qui est très fort, par exemple, très très fort, notre prénom. Alors ça, c'est terrible. Là, vous écoutez, admettons, vous m'écoutez, mais si vous entendez votre prénom dans la conversation de derrière, votre attention bascule immédiatement sur la conversation de derrière. On n'y peut rien. C'est très très difficile de rester à son prénom. Moi, avant, des élèves qui se retournaient, je disais « Te retourne pas !» Je disais « Mais il m'a appelé !» Ah, excuse-moi, pardon. « Ne l'appelle pas !» Et oui, parce que c'est celui qui appelle qui distrait. Hein. Une fois qu'on a dit le prénom, de toute façon, on ne peut pas résister. On peut pas, c'est pas possible. On est câblé pour ça. Donc, c'est important de le savoir. Voilà, tout ce qu'on a dit avant, avoir un PIM, ça n'empêche pas qu'on va être soumis à la distraction et qu'il faut aussi en parallèle travailler le volet gestion des distracteurs.
Voilà ce que je voulais vous dire sur l'attention. Donc si vous partez avec comme idée phare le PIM et la gestion des distracteurs, on est bon. Et donc pour être sûr que vous avez bien compris, je vous propose de résumer ça à votre voisin-voisine. On prend 1 minute et à votre voisin-voisine, vous réexpliquez ce qu'est un PIM et pourquoi il y a un petit chien qui fait du yoga qui est à l'écran. On se donne 1 minute, vous expliquez ça à votre voisin-voisine. Pour ça, je vais vous proposer là 3 petites expériences scientifiques qui ont été réalisées. Donc, si ça vous intéresse, tout est sourcé en bas. Sachez qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres derrière. Je vais juste vous présenter les stratégies dont on sait aujourd'hui avec certitude qu'elles sont très efficaces pour mémoriser sur un temps long. Et on va discuter à chaque fois des stratégies qui sont la plupart du temps utilisées par les apprenants. La première stratégie, ça s'appelle le testing. Vous voyez, je l'ai représenté avec un petit point d'interrogation. Alors, dans l'expérience que je vais vous présenter, on a demandé d'étudier des textes pendant 4 périodes de 7 minutes. Et donc, les cobayes devaient apprendre ce qu'il y avait dans le texte. Et les chercheurs ont proposé 2 façons d'apprendre. Vous voyez, c'est codé par S et T. Donc, S, les groupes qui travaillent avec la lettre S, ils font du study. Ça veut dire qu'ils ont le texte sous les yeux, et ils le lisent et ils le relisent. Ceux qui ont la lettre T, ils font du testing. Ça veut dire qu'ils ont une feuille blanche sous les yeux, et on leur demande de se rappeler des éléments du texte, et de mettre les informations dont ils se rappellent. Ça va? Les chercheurs ont fait 3 groupes, vous voyez? Study, 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 study. Donc le premier groupe, 4 fois 7 minutes, que de la lecture, relecture du texte. Donc ils peuvent lire, cacher, répéter, réacter comme ils veulent. Deuxième groupe, study, 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 test. Donc là, 21 minutes de lecture, 7 minutes, feuille blanche, je récupère. Et le troisième groupe, study, test, test, test. Donc eux, 7 minutes de lecture, 21 minutes, feuille blanche, je récupère. Ça va pour le design? Oui? Oui. Ils sont tous testés au bout de 5 minutes et au bout de 7 jours. Voyons les résultats. À votre avis, au bout de 5 minutes, vous avez les groupes à droite, donc on va les numéroter de 1 à 3, 1, 2, 3. Au bout de 5 minutes, indiquez sur votre main, à votre avis, quel est le groupe le plus efficace au bout de 5 minutes? 1. Study, 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 study. 2. Study, 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 test. 3. Study, test, test, test. Ceux qui connaissent déjà, ne levez pas la main. Voilà. Non, ne levez pas la main, c'est pas la peine. Allez-y, montrez-moi avec votre... Alors, vous pouvez montrer juste devant vous, comme ça personne d'autre ne voit. C'est pas... Ok. 3, 2, 2, 1, 2, ok. 2, 2, ok. Bam, ok, très bien. Et bien, regardons ensemble les résultats au bout de 5 minutes. Les plus performants sont le groupe 1. Study, 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 study. Ils sont à 85% de réussite. Et le groupe le moins performant, qui est quand même à 70, relativisons, c'est le troisième groupe qui a fait que 7 minutes de lecture, 21 minutes de test. A votre avis, au bout de 7 jours, réindiquez avec votre doigt quel est le groupe le plus performant. Ok, 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 ok. Eh bien oui, effectivement, mais regardons l'écart entre les groupes. Le groupe qui était à 85 passe à 40. Alors que ceux qui ont fait majoritairement du testing passent de 70 à 60 seulement. Donc la stratégie la plus efficace pour mémoriser quelque chose sur un temps long, c'est la stratégie du testing. Alors, testing au sens large, ça veut dire, parce que dedans il y a plusieurs façons de faire. Dans l'expérience, par exemple, le testing n'était pas des questions. C'était une feuille blanche, je récupère les informations. Donc ça, c'est une forme de testing, c'est-à-dire je m'interroge sur le contenu que je dois apprendre. La plupart des apprenants dans le monde entier, alors c'est pas que ici, dans le monde entier, la stratégie principale, c'est la première. Je lis, je cache, je répète et je vérifie. Enfin, je lis, je cache, je répète, je vérifie, je lis, et comme ça, c'est la plupart du temps la stratégie qui va être utilisée par les apprenants. Elle marche à 5 minutes. Voilà pourquoi tout le monde le fait. Il y a une raison. Mais ça ne marche pas 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et ça veut dire que d'année en année, il peut ne pas y avoir les prérequis nécessaires pour pouvoir continuer sereinement les apprentissages. Et quel que soit le niveau scolaire et les performances des élèves, ils utilisent tous, à 95%, la stratégie court terme. Même s'ils ont 18 ans, ce sont des stratégies la plupart du temps court terme. S'ils sont testés par surprise 3 mois après, et croyez-moi, je l'ai fait, on passe de 18 à 0. C'est du test, véridique, c'est-à-dire que même des apprenants efficaces à l'instant T, qui sont capables d'avoir une très bonne note, mais qui utilisent la stratégie court terme,
ne vont pas mémoriser forcément sur un temps long. Et ça, c'est important parce que là, quand on travaille avec... Alors, typique, situation typique, vous savez, quand ils viennent voir, tu peux m'interroger, j'ai appris ma leçon. Oui, bien sûr, donne-moi tous tes cahiers, va jouer. Je t'interroge dans 2 heures. Vous allez voir que dans 2 heures, ce ne sera pas la même. Hein. C'est-à-dire que dans 2 heures, tu dis, ah, j'ai déjà oublié. Bah oui, bah alors t'es pas prêt. Hein, parce que si dans 2 heures déjà ça va plus, tu imagines bien que demain, lorsque tu auras fait ton devoir de maths et de français, le devoir d'anglais de l'après-midi, c'est mort. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie. On va lutter aussi contre les élèves, mais c'est nous, les enseignants, ceux qui accompagnons les apprenants, qui pouvons les aider sur ça. C'est-à-dire qu'en stratégie efficace, transformons nos cours en questions-réponses. Proposons des façons de récupérer les informations. Donc au lieu de remettre des gros, ça y est, sans interdit sur les cahiers, signifiant, je n'ouvre pas mon cahier. La première chose que je fais, c'est je prends une feuille blanche et je récupère tout ce dont je me rappelle. Et après, seulement, j'ouvre mon cahier. Donc il y a un gros changement de stratégie à faire là entre justement la stratégie classique qui est courante et la stratégie la plus efficace. Et d'ailleurs, quand on dit « relis bien ton cours », maintenant que vous le savez, qu'est-ce qu'on devrait plutôt dire? Alors, réécris, oui, si je ne l'ai pas sous les yeux. C'est-à-dire, voilà, c'est dans le sens de, voilà, récupère ton cours. Ouais, ça marche, c'est bien, récupère ton cours. Teste-toi. Mais pas relis ton cours. Ça, c'est pas une stratégie efficace. Ça, mais sachez que ça a été reproduit un très grand nombre de fois avec tout âge, toute discipline, c'est toujours validé. Plus on fait du testing, plus c'est efficace pour apprendre. D'ailleurs, on va comparer différentes stratégies. Vous allez voir que, malgré tout, ça reste intéressant. Dans cette expérience, on a demandé à des apprenants d'apprendre des choses, mais dans 4 conditions différentes. Donc ici, par exemple, on leur a demandé d'étudier le texte pendant une période de temps alors de mémoire, c'était 5 minutes ici. Ici, on leur a demandé de faire la même chose, ils ont le texte sous les yeux. Hein. Donc là, c'est vraiment du study classique, je lis, je répète. 5 minutes. Ici, la même chose, mais 4 fois plus long, donc 20 minutes. Ici, on leur a donné le texte à lire tout seul pendant 5 minutes, et ensuite, pendant 15 minutes, ils ont le texte et une feuille blanche, et avec le texte, ils font une carte mentale, avec le texte associé. Et ici, ils lisent le texte pendant 5 minutes, et pendant 10 minutes, on leur enlève le texte, feuille blanche, et ils récupèrent. Ça va pour le design? Alors, à votre avis, on les a interrogés à 7 jours, quel est le score de ceux qui ont lu pendant 5 minutes? Vous avez les pourcentages ici, à votre avis? 5, 10, ouais. 5, ouais, alors c'est pas très élevé, c'est un peu en dessous de 30. Ceux qui ont lu 4 fois plus longtemps, c'est plus, c'est égal ou c'est moins? Montrez-moi avec votre main. Plus, égal ou moins? Alors j'ai du égal, j'ai du plus, plus. Alors, c'est plus. 45%, ils ont passé plus de temps à lire, relire, ça tient un peu plus. La carte mentale, c'est plus, égal ou moins? Il y en a qui me font moins, plus, ouais. Eh ben, non, c'est un peu moins. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, faire une carte mentale avec un texte sous les yeux n'est pas forcément efficace. Par contre, ce qui est intéressant éventuellement, c'est de la faire sans le texte sous les yeux. Mais là, ils l'ont sous les yeux. La récupération, à votre avis, plus, égal ou moins? Eh bien, la récupération, beaucoup plus. Beaucoup plus. En 15 minutes, par rapport à celui qui a étudié 4 fois, c'est-à-dire 20 minutes, il y a un écart de plus de 20% qui est très significatif. Donc cette stratégie de récupération, c'est la stratégie la plus efficace par rapport à la lecture-relecture que tout le monde fait. Alors à droite, ce qui est intéressant, c'est on a demandé à chacun, dit, ok, est-ce que tu penses que tu vas réussir le test dans une semaine? Donc c'est la perception de chaque groupe de l'efficacité de sa stratégie. Regardons ensemble. Ceux qui ont étudié pendant 5 minutes, on leur a dit, ok, est-ce que tu penses réussir le test? À votre avis, ils sont confiants ou pas confiants? Confiants, ouais, c'est confiant. Aussi 70%, ouais, j'ai lu 5 minutes dans une semaine, c'est bon. Ils ont que 30% de réussite, hein, parce qu'on se surestime toujours, hein, on surestime toujours nos capacités. Ceux qui ont étudié 20 minutes, à votre avis, c'est plus, égal ou moins? Ah, qui me font moins, plus. Et non, ils sont plus confiants, hein. Bah non, j'ai lu plus longtemps. Vous savez, le cerveau, il a une heuristique, c'est plus je passe du temps, plus j'ai la sensation de faire des efforts et que ça marche. Donc j'ai passé 20 minutes au lieu de 5, forcément, ça va être meilleur. La carte mentale, à votre avis, plus, égal ou moins?
Égal, un peu moins, ouais, non, c'est moins. C'est pas forcément perçu, c'est moins bien perçu que la lecture-relecture. Et la récupération, qui est pourtant la stratégie la plus efficace, à votre avis, c'est la moins bien perçue. Oui, exactement. C'est-à-dire que récupérer, qui demande un effort, qui n'est pas simple, n'est pas perçu comme une stratégie efficace, alors même que c'est, et alors de loin, la stratégie la plus efficace. Donc il y a du boulot, hein, parce que ça veut dire qu'on va un peu lutter, qu'il va y avoir des résistances, on va dire « Ah mais non, je préfère lire et relire ». Non, 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 non. Et ça, derrière, vous avez des centaines de publications qui valident ça. Qui valident qu'il faut se tester et récupérer plutôt que lire et relire. Même si effectivement, nous peut-être, on a lu et relu et ça a marché, mais on n'a jamais été forcément testé 3 mois après ou 4 mois après avoir lu et relu autant. Donc, si on veut aider nos élèves, nos enfants, les apprenants qu'on suit, il faut les aider à changer de stratégie. Donc ça, c'est la première stratégie, la stratégie du testing. Deuxième stratégie, l'apprentissage espacé. Donc là, c'est pas un point d'interrogation, c'est un petit calendrier. Alors, dans cette expérience, on a proposé de faire des exercices de mathématiques et on a fait 2 groupes. Enfin, les chercheurs, c'est pas moi. Les chercheurs ont fait un groupe de spacers et un groupe de macers. Donc, la différence entre les deux, vous voyez en bas le planning, les macers, en S1 semaine 1, ils n'ont rien fait. En S2 semaine 2, ils ont fait les 10 exercices en une seule session. Les spacers, qui ont espacé, ils ont fait la première semaine en S1 5 exercices et la semaine d'après 5 exercices. Les 2 groupes ont été testés au bout d'une semaine et au bout d'un mois. Ça va pour le design? Alors regardons ensemble les résultats. Donc, à droite, vous avez la légende, donc 1 spacers, 2 macers. À votre avis, à 7 jours, qui sont les plus efficaces? 1 les spacers, 2 les macers. Vous pouvez voter avec le boîtier qui est sous votre siège. Non, je plaisante avec vos doigts, bien sûr. 2, 1, 2, 2, 2, ok. Alors, effectivement, les macers, légère prédominance, à peine significative, ils sont à 75% contre 70%. Au bout d'un mois, qui sont les plus efficaces? 1 les spacers, 2 les macers. Ok, oui, et regardons l'écart à nouveau entre ceux qui ont appris en une seule séance et ceux qui ont espacé. Les macers passent de 75 à 30%, alors que les spacers se maintiennent très largement. Donc la deuxième stratégie extrêmement efficace sur un temps long, c'est de faire de l'apprentissage espacé. Notamment parce que lorsqu'on espace les apprentissages, il y a des phases de sommeil au milieu, qu'à chaque fois qu'on revient, on réactive les zones corticales à 100%, donc il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi c'est beaucoup plus efficace. Mais là aussi, à court terme, masser, comme ça, en une fois, ça marche très bien. Donc on va aussi lutter contre les stratégies d'élèves qui apprennent en une fois, la veille, en gros bloc, parfois même dans le couloir ou le matin, alors que ce n'est pas la stratégie la plus efficace. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir si on dit espacer, ok, mais combien de fois, comment? Là, vous avez ce qu'on appelle une courbe d'extinction mnésique, c'est-à-dire courbe d'oubli. Vous voyez? Hop, je suis à 100%, et dès que j'ai fini mon apprentissage, je me mets à oublier. C'est normal, notre cerveau, c'est une machine à oublier. Donc on oublie. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc de réactiver en refaisant une session de travail, et donc je vais remonter à 100%, aussitôt je vais oublier, mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, la deuxième courbe d'extinction est moins sévère. Vous le voyez bien ça? Si je réapprends, je remonte à 100%, je me remets à oublier, mais vous voyez, j'oublie encore moins. Et au bout d'un moment, en vert, vous avez l'acquisition progressive, et vous voyez qu'au bout d'un moment, même si je me mets à oublier, les courbes d'extinction sont de moins en moins fortes, et j'arrive à un moment où je sais, où j'ai les informations qui sont stockées, les concepts qui sont stockés en mémoire long terme. Alors regardons en bas les chiffres. Ah mince, il n'y en a pas. Oui, c'est normal, il n'y en a pas, parce que il n'y a aucune recherche aujourd'hui qui va nous indiquer très précisément quel est le rythme exact pour tel niveau, telle matière, telle notion. Personne ne nous le dira. En revanche, toutes les recherches montrent que l'apprentissage espacé est supérieur à l'apprentissage massé. Donc, espaçons. Maintenant, il n'y a pas de règle. On peut retenir quand même 2 choses. 1, c'est qu'il en faut quand même au début. Vous voyez que les premières réactivations sont assez proches. Pourquoi?
Parce que la courbe d'extinction mnésique étant très forte au début, il vaut mieux réactiver au début quand on n'a pas encore tout oublié. Donc ça, on peut retenir ce premier élément, c'est que ici, j'ai quelques éléments qui sont proches. Ensuite, vous voyez, ça s'espace progressivement. Et effectivement, je peux espacer mes réactivations. Alors combien il en faut? Alors il y a des études qui montrent que globalement, il faut entre 3 et 8 réactivations pour atteindre 100%. Donc il y a des élèves, des apprenants, en 3 réactivations, ça va être stocké en mémoire long terme, et il y en a qui auront besoin de 8, jusqu'à 8. Donc ça s'étale entre 3 et 8. Donc là, on a une deuxième stratégie à mettre en place, avec nos élèves, avec nos apprenants, avec nos enfants, c'est de justement proposer des calendriers où on va réactiver. Et Paul l'a dit tout à l'heure, hein, on peut même leur vendre de travailler moins, c'est-à-dire qu'un élève qui travaille 1 heure la veille, eh bien, vendons-lui 10 minutes chaque jour pendant 5 jours, donc ça ne fait que 50 minutes au lieu d'1 heure, et ce sera beaucoup plus efficace pour le cerveau que 1 heure d'affilée. Mais à court terme, encore une fois, ça va fonctionner. Voilà pourquoi, bien évidemment, tout le monde lit et relit en une seule fois, le plus proche des évaluations. Mais ce ne sont pas les stratégies les plus efficaces. Donc notre deuxième stratégie à retenir avec le calendrier, c'est d'espacer les apprentissages et de réactiver. Alors dernière stratégie, on va terminer sur la partie mémoire avec cette troisième stratégie, ce qu'on appelle l'entremêlement. Donc là, c'est 2 flèches qui s'entremêlent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait là dans cette expérience? Ils ont fait travailler les élèves sur 4 problèmes en mathématiques, enfin c'était des 4 calculs de volume en mathématiques, avec une formule, 4 exercices. Donc en tout, il y avait 16 exercices de mathématiques et il y avait 4 formules différentes, calcul d'un cylindre, calcul d'une sphère, calcul d'une pyramide, donc il y avait à chaque fois un tuto explicatif. Et ils ont fait 2 groupes. Ils ont fait un groupe avec ce qu'ils ont appelé les blockers, c'est-à-dire ceux qui apprennent en bloc. Donc, ils ont fait quoi? Tuto 1, les 4 exos du thème 1, donc en gros, voilà comment je fais les calculs, hop, tout de suite les 4 exercices d'application, donc ça forme un bloc. Puis ensuite, deuxième bloc, l'autre formule, les 4 exercices d'application. Tuto 3, les 4 exos du bloc 3, et tuto 4, les 4 exos du bloc 4. Donc ils font du bloc. Dessous, c'est les mixers. Eux, on leur donne les 4 formules au début, et ensuite ils ont 4 exercices, mais les exercices sont mélangés. Donc c'est pas le bloc thème 1, thème 2, thème 3, thème 4, c'est du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, tout est mélangé. Ça va pour le design? Alors ils sont testés pendant l'apprentissage et au bout de 7 jours. À votre avis, pendant l'apprentissage, qui sont les plus performants? En 1, vous avez les mixers, en 2, les blockers. Qui est plus efficace? 2, 1, 2. Eh bien, c'est les blockers. Faire du bloc pendant l'apprentissage et sur un temps court, ça marche. Et ça marche plutôt bien. 90% versus 60%. À votre avis, au bout de 7 jours, qui sont les meilleurs? Eh bien oui, sans surprise du coup, hein, vous avez compris le principe, ce sont les mixers. Mais regardons ensemble, là encore, les différences. Les mixers se maintiennent totalement, là où les blockers passent de 90 à 20. Donc l'entremêlement, qui est une stratégie qui est sûrement des 3 la plus contre-intuitive, parce qu'on a envie de dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un peu de maths, un peu de français, un peu de physique, un peu de maths, un peu de... Eh bien oui, ça marche particulièrement bien pour le cerveau. Plutôt que faire un gros bloc de 2 heures de maths, puis un gros bloc de 2 heures de langue, c'est beaucoup plus efficace pour le cerveau de varier en faisant des blocs de 15 minutes d'une matière, 15 minutes de l'autre. Pour le cerveau, c'est beaucoup plus efficace de faire comme ça. Même si ça, c'est assez contre-intuitif, parce que la plupart des apprenants font du bloc. Donc si je reprends, que font la plupart des apprenants? Ils font du bloc en une fois, en lisant, relisant. Parce que ça marche sur un temps court. Là où il faut qu'on les accompagne, c'est à faire de l'entremêlement, avec des réactivations espacées, et en testing récupération. Parce que ça marche sur un temps long. Et même des élèves performants à un instant T, qui ont 18 toute une année scolaire, travaillent la plupart du temps avec des stratégies court terme. Donc ces élèves-là, même eux où on a l'impression qu'ils ne vont pas bénéficier de ces stratégies, oui, ils vont en bénéficier parce qu'ils feront moins d'efforts et surtout, ils vont avoir des stratégies efficaces parce qu'il y a un moment donné, on en a tous besoin. Si ce n'est pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans. Si ce n'est pas dans 2 ans, c'est dans 4. Si on arrive à un moment pour les élèves performants sur des écoles, par exemple, où il faut aller vite, il y a du niveau, il faut avoir les bonnes stratégies. Donc ça concerne absolument tout le monde. Alors on va faire comme à la télé, ma chère Garance.
est-ce que c'est valable à tout âge? Parce qu'il y a des parents qui ont Oui. des enfants un peu petits, Oui. plus difficiles à appliquer, donc ils sont intéressés par moi qui ai un enfant de 4 ans, est-ce que ça marche aussi? Eh bien, mon cher Paul, absolument. Ça marche également pour les enfants de tout âge. Achetez notre produit pour un acheter, un offert. Non, ça marche. Ce que je dis là est valable pour tous les apprenants et toutes les matières. Juste un petit mot sur les savoir-faire, c'est-à-dire les automatismes qu'on doit acquérir. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça ne marche pas pour les procédures et les automatismes. Ça marche vraiment pour l'apprentissage des notions. Mais par contre, pour apprendre à faire quelque chose de manière automatique, comme, je sais pas, des calculs, ou la langue française, ou des procédures en français, en sciences, en histoire, ça, c'est pas la même logique. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour apprendre des procédures, et tout le monde le sait déjà, c'est de s'entraîner. Il n'y en a pas 36 000, on s'entraîne. Et s'entraîner, ça veut dire refaire. Si vous voyez votre enfant lire des exercices de maths en mode « Ah oui, j'ai compris. Ah oui, voilà, j'avais réussi, j'ai compris. Ah oui, ça, j'ai compris. » Ça ne sert strictement à rien. Si je veux travailler des savoir-faire, je reprends l'énoncé, je cache la réponse, je le refais. Et là, je peux dire après, je vérifie, je peux dire « Ok, je sais faire. » Mais lire des exercices de savoir-faire, même si on les a réussis, ça ne sert strictement, mais alors strictement, à rien. On se leurre totalement en tant qu'apprenant. Et la première fois qu'on aura à le refaire, ce sera à l'évaluation, et là on se rendra compte qu'en fait, on ne sait plus le faire. Et voilà, donc les savoir-faire, il n'y a pas de secret, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme outil? Eh ben, on peut transformer un cours, vous voyez, en fiche comme ça. Je prends mon cours, et puis j'identifie les éléments importants. Je mets la question, je mets la réponse. Je peux me créer des petits indices, des petits pictos. Vous voyez, moi j'utilise pas mal les petits pictos, c'est un bon moyen, on appelle ça des indices de rappel. Ça nous aide à réactiver, ça nous aide à retrouver l'information. Et puis je propose des cases d'auto-évaluation au bout. Donc cet outil, comment ça marche? On cache la colonne indice-réponse, et je me pose la question, j'essaie de répondre. Je récupère, je me teste. Si j'arrive pas, je regarde l'indice. Je dis, ah oui, AMCO, c'est atome, molécule, c'est je sais plus, voilà. Et après, je lis la réponse. Donc vraiment, il ne faut pas lire la réponse avant d'avoir fait ce travail de récupération. Et ensuite, dans la colonne auto-évaluation, je mets un plus si j'ai réussi ou un moins si j'ai raté. Je fais une fois ma fiche, je la laisse. On est lundi. Le mardi, je reprends ma fiche et je la refais une fois. Je fais le même travail. Puis je la laisse. Le mardi, donc, je fais des petites séances, mais tous les jours un peu. Et vous allez voir que dans les cas d'auto-évaluation, ça va faire moins, moins, plus, plus, plus. Alors il y en a qui vont faire plus, plus, plus direct, il y en a qui vont faire moins, 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 plus, 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 mais normalement à la fin, l'objectif c'est d'être capable de répondre à toutes les questions sans relire son cours. À ce moment-là, on sait que c'est stocké en mémoire à long terme et on peut aller confiant à nos évaluations et surtout, on a les prérequis pour pouvoir par la suite être plus à l'aise dans ses apprentissages. Alors on peut aussi proposer, en tant qu'enseignant ou parent, de reconstruire ses leçons. Donc ça, c'est vraiment, vous allez voir, c'est formulé pour les élèves. Hein. Comment je reconstruis ma leçon? À gauche, vous avez je fais le squelette. Je prends une feuille blanche, j'écris le squelette de la leçon, c'est-à-dire alors en général, s'il y a des titres et des sous-titres, c'est les titres et les sous-titres. Sinon, il faut que j'identifie les idées majeures. Donc je construis sur ma feuille un squelette. Eh bien, je récupère tout ce que je peux. Une fois que j'ai mon squelette, dedans, dans chaque partie, je remets tout ce dont je me souviens de la leçon et je le classe dans les différentes parties. Alors, ça demande un effort, on est d'accord, de faire ça. C'est beaucoup plus difficile que de lire et relire, très confortable, totalement illusoire, mais très confortable. Mais c'est normal, apprendre et mémoriser, c'est ça, c'est faire un effort. Quand j'ai fait la récupération, je compare et corrige. Donc là, je compare. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, j'ouvre mon cours et je compare ce que j'ai récupéré avec ce qu'il y a dans mon cours. Et là, je change de couleur et je rajoute ce que j'ai oublié, je déplace les informations si elles n'étaient pas au bon endroit, je corrige les informations que j'ai indiquées qui étaient fausses ou inexactes. Puis, je me fabrique des petits indices de rappel. Des petits pictos, un petit mot ou un petit symbole, une lettre, qui me permettra de me rappeler principalement des informations sur lesquelles j'ai buté, justement. Donc c'est pour m'aider, pour me dire, ah ça j'ai pas bien réussi, je me rajoute, je me crée un petit indice de rappel. Et je fais autre chose pendant 30 minutes, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai récupéré une fois ma leçon, j'arrête, ça ne sert à rien de lire et relire pendant 2 heures. Pour le cerveau, c'est inutile. Donc j'arrête, je fais autre chose, je passe à un autre exercice, je vais jouer un peu, je me détends, et puis un peu plus tard, ou le lendemain, je recommence à partir de ma feuille squelette et de ma feuille d'indice
je repars et j'essaie de récupérer. Et je boucle comme ça, à chaque fois que je m'entraîne, je prends ma feuille squelette et j'essaie de récupérer. Ça, c'est une façon d'apprendre, qui est du testing, sous forme de récupération de la leçon, qui est particulièrement efficace pour mémoriser sur un temps long. Ça va pour ça, donc en récupérant le diapo, de toute façon, vous récupérez tous les infos, mais là, vous avez vraiment un conseil très précis, donc apprendre une leçon, voilà, ça veut dire être capable de la récupérer sans lire ce qu'il y a dedans. Et là, je sais que je connais ma leçon et je suis capable de, effectivement, du coup, en discuter, répondre à des questions, raisonner. Ça va pour ça? Alors, pour les méthodes, un truc qui peut être utile, c'est un petit marque-page comme ça, évolutif, où on va marquer dessus... Alors, j'ai pas de pointeur. Non, pardon. Où on va marquer dessus la procédure. Donc là, c'est celui que j'utilise moi pour travailler sur la démarche expérimentale. Donc, à gauche, vous avez les différentes étapes et ce qu'il faut faire à chaque étape. Et vous voyez, il y a des petits ciseaux. Et donc, l'idée, c'est au fur et à mesure qu'on s'entraîne... Alors, au début, on utilise le marque-page en entier, évidemment. Et puis, quand on arrive à le faire, eh bien, on va découper la première partie, on va garder plus que les étapes. C'est-à-dire, vous voyez qu'après, il n'y a plus que les étapes, il n'y a plus ce qu'il faut faire à chaque étape. Et quand je suis encore plus à l'aise avec les étapes, je découpe encore mon marque-page et j'ai plus que les premières lettres. Donc, c'est des indices de rappel, mais je suis quasiment sur la fin de l'apprentissage. Et jusqu'au bout, ou normalement à la fin, je suis capable de faire ma procédure sans avoir besoin d'une aide extérieure, sous la forme, par exemple, d'un marque-page de ce type-là. Donc voilà des exemples d'éléments qu'on peut faire pour apprendre une leçon. C'est à vous, je vous laisse résumer tout ça avec votre voisin-voisine. Voici ce que nous avons vu depuis le début de la conférence. C'est à vous 2 minutes, vous réactivez, vous récupérez tout ce qu'on vient de dire. Vous avez des petits pictos pour vous aider. On se donne 2 minutes. Alors, pour répondre à ça, ça dépend de votre compréhension des concepts de fait l'idée et quelle idée. Parce que quand je vous dis fait l'idée, vous avez juste un fichier mental avec dedans des mots-clés comme lion, tigre, panthère, guépard. Et dans canidé, j'ouvre, il n'y a que lion, chien, et que c'est tout ce que vous avez, c'est une compréhension superficielle. Vous n'allez pas raisonner, vous allez me faire, ça ressemble à un chien, alors canidé. Voilà, si vous avez une compréhension profonde, vous allez me dire, ok, fait l'idée. Alors les félidés, ils ont des crânes sphériques, ils ont des griffes rétractables. Voyons si la hyène a des... Vous allez réfléchir comme ça en fait, parce que vous accédez aux propriétés. C'est pour vraiment illustrer, vous voyez, la différence entre les deux. Alors pour la petite histoire, c'est plus proche des félidés. Ça fait partie des félidés en fait. Donc c'est plus proche des félins que des canins, la hyène. Mais c'est juste pour vous montrer ce qui se passe dans notre tête. Alors du coup, quelles sont les activités qu'on va proposer pour vérifier la compréhension ? Parce que du coup, on ne peut pas se contenter du sentiment de compréhension. Parce que quand on dit vous avez compris, on va dire oui, en toute bonne foi. Mais ce n'est pas suffisant. Donc quand on veut aussi la vérifier, qu'on a compris, quand on veut accompagner les élèves, les apprenants sur leur compréhension, t'as compris, oui, et bien faisons un exercice de vérification de compréhension. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, vraiment, j'insiste, ne pas demander si l'apprenant a compris. Parce que quand je demande ça, en fait, quand je dis vous avez compris, vous allez, la question que je vous pose, en fait, elle vous demande simplement d'évaluer votre sentiment de compréhension, qui, même s'il est superficiel, est réel, et vous allez me dire ah oui, j'ai compris. Donc déjà, la meilleure question, déjà, si le premier, j'ai envie de dire, geste, c'est transformer le « as-tu compris ta leçon » en « qu'as-tu compris de la leçon » Vous voyez la différence là ? Qu'as-tu compris ? Qu'est-ce que tu as compris ? Et non pas « as-tu compris » Parce que « as-tu compris » appelle oui-non sur un sentiment que je ressens. Qu'est-ce que tu as compris ? Appelle d'expliquer ce que j'ai compris. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, si on peut changer la question qu'on pose, est-ce que tu as compris ta leçon ? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu as compris de ta leçon ? Dis-moi, explique-moi ce que tu as compris. Donc ça, vraiment, c'est la première chose. Vous allez voir que tout ce qu'on va proposer ensuite, donc s'auto-expliquer ou expliquer à des pairs, eh ben, c'est un moment où on se rend compte, effectivement, lorsqu'il faut mettre en mots ce qu'on a compris, eh ben, on se rend compte qu'en fait, je crois que j'ai peut-être pas si bien compris que ça. Je vous fais depuis le début des exercices qui ont une double vocation pour moi. Quand je fais les petits rappels des idées clés que je vous demande d'expliquer aux voisins, voisines, en fait pour moi ça a deux vertus. La première, c'est que ça permet de réactiver les informations. Donc ça me permet, avant que vous partiez, de vous avoir fait réactiver 2-3 fois déjà ce qu'on aura dit dans la conférence.
Ce qui fait que j'ai plus de chances que vous vous rappeliez d'un certain nombre de choses que si je n'avais rien fait et que j'avais parlé pendant 1h30 sans rien mettre en place. Et la deuxième chose, c'est que ces exercices que je vous demande, comme vous devez le verbaliser à votre voisin ou à votre voisine, ils vous permettent, quand vous allez le mettre en mots, de vérifier où vous vous situez dans votre compréhension. Moi, j'ai pas besoin de le savoir. Ça suffit que vous traversiez l'exercice. Parce qu'en le traversant, vous allez vous-même vous rendre compte que, attends, ah oui, non, je pense avoir compris, mais je suis pas sûr. Parce que quand on doit expliquer, eh bien, la mise en mots, la formulation explicite des concepts, eh bien, nous permet de vérifier si on est à l'aise ou pas et si on a compris ou pas. Donc, s'auto-expliquer ou expliquer à quelqu'un, donc les deux vont ensemble. Donc, typiquement, t'as fini ta leçon, ok, on fait de la récupération, explique-moi ce que tu as compris, sont des stratégies efficaces. Alors il y a d'autres exemples qui fonctionnent assez bien aussi dans la littérature scientifique. Par exemple, donner des exemples, ou, beaucoup plus intéressant, des contre-exemples. Parce que les contre-exemples permettent, de manière encore plus fine, de délimiter les concepts le périmètre d'un concept. Puisque du coup, quand je suis capable de dire, ça n'est pas le concept que j'étudie parce que, quand je fais ce travail-là, quand je donne des exemples, en fait, je travaille sur les propriétés des concepts. Parce que pour pouvoir donner des exemples et pour pouvoir dire, ça c'est un contre-exemple, je travaille bien sur les propriétés. Travaillant sur les propriétés, je travaille à un niveau de compréhension profonde. Donc chercher des exemples ou des contre-exemples, c'est particulièrement efficace. Résumer ce qu'on a compris, donc ça rejoint un peu l'auto-explication, mais sous forme de schéma. Faire des schémas de ce qu'on comprend, c'est aussi une stratégie efficace parce que lorsqu'on doit transformer en schéma, on est obligé de réfléchir sur les liens qui unissent les différents éléments d'un concept. Faire un tableau comparatif, c'est aussi extrêmement intéressant parce que pour pouvoir comparer, là encore, je travaille sur les propriétés du concept. Là, si on avait le temps, je vous demanderais de me faire un tableau comparatif des deux types de compréhension. Pour pouvoir faire ça, on est obligé de revenir sur les propriétés qui distinguent chacune des compréhensions. Et puis, dernière chose, faire des cartes conceptuelles plutôt que des cartes mentales. Alors, pourquoi ? Maintenant qu'on a dit tout ça, vous devriez pouvoir, déjà de vous-même, si je vous dis une carte mentale avec des mots-clés, à votre avis, est-ce que c'est efficace ? Oui, non et pourquoi ? Faire une carte mentale de mots-clés d'un concept. Ça reste sémantique, du coup c'est de la mémoire superficielle. C'est particulièrement superficiel parce que ça favorise un réseau sémantique de mots-clés associés ensemble et pas les propriétés. Même si c'est assez répandu, cette idée que faire une carte mentale c'est efficace, ça dépend comment on l'a fait, mais une carte mentale de mots-clés, ça favorise plutôt la compréhension superficielle. On préférera plutôt proposer des cartes conceptuelles. C'est quoi une carte conceptuelle ? C'est une carte qui décrit un concept, donc ça ressemble pas du tout, vous voyez, à une carte mentale. Une carte mentale, il y a un centre, en général, c'est radiant, et c'est souvent des mots-clés. La carte conceptuelle, elle décrit un concept. Donc, la description du concept, ça passe notamment par deux choses qui distinguent principalement la carte conceptuelle, donc c'est qu'il n'y a pas de sens, ça dépend des concepts, et que toutes les flèches sont légendées, parce que quand on légende une flèche, en général, il faut qu'on travaille sur ce que signifie la flèche. Est-ce que c'est de la chronologie ? Est-ce que c'est de la causalité ? Est-ce que c'est de l'emboîtement ? Est-ce que c'est une question génétique, quelque chose qui crée quelque chose ? Donc, en légendant les flèches dans une carte conceptuelle, on est obligé de réfléchir sur les différents éléments qui unissent les différentes parties de mon concept. Ça va, ça ? Oui ? Parfait. Eh bien, écoutez, il nous reste quelques minutes, parce que du coup, là, on a, vous voyez, toute une liste de choses à proposer aux élèves et aux apprenants autour de la vérification de la compréhension, et surtout, vraiment, s'il y a un truc à changer, c'est changer le « est-ce que tu as compris ?» en « qu'as-tu compris ?» Je reviens à la vie quotidienne parent-enfant. On a toujours la meilleure intention, c'est-à-dire celle de faire que nos enfants réussissent. Donc, c'est pas ce qu'on questionne. Mais vous voyez la différence entre un parent qui, dans la voiture ou à table, va demander à son enfant de réciter le cours. Et il s'arrête là. La différence qu'il y a entre un parent qui va poser des questions sur le cours. Un jour, j'ai rencontré un papa qui était très très fier de me dire « Mon fils, il a 5 ans, il connaît toutes les capitales du monde. » Et donc, il a récité les capitales. À la fin, j'ai demandé à l'enfant « C'est quoi une capitale ?» Il ne savait pas. Donc, il a appris quelque chose qui n'avait aucun sens pour lui. Donc ça, c'est de la performance de cirque. Ça n'est pas quelque chose qui est important pour nos enfants. Donc, prenez l'habitude de ne pas leur dire « C'est génial, tu connais ta leçon par cœur », parce que c'est pas ça qui marche. Donc, c'est bien de connaître sa leçon par cœur. Je ne dis pas que
C'est pas bien, c'est mieux que rien. Mais une fois que vous avez fait ça, ça n'est que le tout début du début. Maintenant, il faut poser la question. Être sûr qu'ils ont compris les termes, être sûr qu'ils ont compris le sens, être sûr qu'ils sont capables de, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire. Si vous faites ça tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, dans la voiture, ça n'a l'air de rien. Ça crée du lien entre vous et votre enfant, mais ça donne du sens et ça permet à votre enfant de changer son logiciel, on peut dire ça comme ça, sa manière de faire, et c'est bénéfique, quel que soit l'âge d'ailleurs. On peut faire ça avec des enfants de 2 ans, 3 ans dans la voiture. Et voilà, donc c'était pour faire un lien avec ce que je dis aux parents concrètement au lycée. Et du coup, je vais me permettre de rebondir sur l'introduction, en disant, vous voyez que là, on est en train de terminer, il nous reste une slide, juste pour terminer sur cette idée aussi que, en fait, si on refile un petit peu à la métaphore du mécanicien, vous voyez qu'enseigner, en fait, derrière, il y a énormément de choses qu'on doit mettre en place en tant qu'enseignant. C'est un vrai travail qui nécessite donc qu'on mette en place énormément de gestes professionnels, d'outils, de pratiques. Donc, normalement, nous, les enseignants, c'est notre boulot de faire tout ça. Donc, effectivement, on est là pour ça. Là, c'est super apprécié entendre ça, parce que vous allez pouvoir, vous, chez vous, faire écho pour utiliser correctement les outils qui sont donnés par les enseignants, pour pouvoir faire le prolongement de ce qui est fait en classe. Mais c'est un vrai travail, tout ça. Et là, on a fait rien. On a bossé 7 heures hier avec les enseignants. Ils ont bien bossé pendant toute la journée d'hier. Oui, et on a travaillé que sur la mémorisation pendant 7 heures. Je veux dire, là, on fait des choses qui sont un peu plus générales, mais sur l'attention, sur la compréhension, on bosse, nous, enseignants, 6-7 heures dessus pour voir dans le détail quels sont les gestes, les outils, les pratiques, plus détaillés. Et il y en a beaucoup. C'est un travail qui demande vraiment une expertise. Alors, on a terminé la conférence. Alors, avant de passer à la session de questions-réponses, une dernière réactivation de tout ce qu'on a dit une dernière fois. Je vous laisse avec votre voisin-voisine, vous réactiver tous les petits pictos et on va terminer sur ça. Donc une conférence vraiment extrêmement enrichissante, qui fait travailler le cerveau à toute vitesse et qui remet les choses en perspective par rapport aux quantités d'apprentissage, par rapport à la difficulté du métier d'apprenant. Donc je trouve que c'est toujours enrichissant pour nous enseignants qui maîtrisons parfaitement nos contenus de se mettre à la place des enfants qui eux ne les maîtrisent pas et du travail qui va leur être nécessaire pour les maîtriser. La conférence aujourd'hui j'ai beaucoup apprécié parce que du coup j'ai pu comprendre comment fonctionnait le cerveau et aussi on m'a donné des méthodes que je peux appliquer à la maison et aussi surtout comprendre comment mes enfants réagissent lorsqu'ils doivent se mettre au travail. Et ce que j'espère, c'est vraiment approfondir pour vraiment mettre en place et aider mes enfants justement à appliquer ces méthodes et justement que nos relations s'améliorent aussi parce que quelquefois il y a des difficultés à les mettre au travail et là aujourd'hui j'ai pu comprendre pourquoi c'est difficile pour eux des fois de se mettre au travail. C'était très enrichissant. Ça va m'aider à beaucoup mieux mémoriser, à beaucoup mieux apprendre mes cours. Parce que moi je pense que j'ai plus une mémoire superficielle. J'ai plus tendance à relire mon cours et tout et me dire que c'est bon. Et sur l'évaluation ça va. Et là je suis en train de m'interroger sur ce que j'ai appris et tout. Et je vois que j'ai pas tout à fait retenu et tout. Donc je pense que ça va m'aider à... c'était super. Ça a été particulièrement intéressant parce que du coup, on entend plusieurs fois parler de neurosciences, mais c'est surtout dans un milieu plutôt médical. Tandis qu'ici, on a une approche complètement différente, que c'est la pédagogie. Et ça, à nous, les profs surtout, que ce soit les profs, les apprenants, comme les parents, je pense que c'est un outil nécessaire dans l'encadrement de nos élèves. Ça veut dire que nos élèves deviennent de plus en plus performants s'ils utilisent certaines techniques ou stratégies concernant la neuroscience dans l'apprentissage. Ça me chamboule un peu parce que je me rends compte qu'il faut que je revoie tout ce que comment j'ai appris moi, comment je travaille avec les enfants. Il y a une remise en question pour nous les parents, mais c'est très enrichissant. Et c'est des moyens qu'on a, il faut s'en servir. Bon, je remercie le proviseur, je remercie l'intervenant et voilà. Bon, il y a du boulot et on va s'y mettre parce que c'est pour le bien de nos enfants, c'est pour leur réussite.